Quand on est amateur pour retrouver ses ancêtres, eh bien c'est ce que nous allons voir ensemble maintenant. Enquête en France et aux États-Unis, dans la plus grande bibliothèque spécialisée du monde, où 2 milliards de noms sont stockés sur microfilm. Vos ancêtres y sont peut-être. C'est un reportage en tout cas qui est signé par Frédéric Wiener. Quand on dit généalogie, Vous avez vu la flore? on a plutôt tendance à penser aristocratie. Là, dans la trouée, là-bas. François-Louis Avingue sur son domaine. Verte centrale. Ce sont des plantations de ma grand-mère en 1970. Nous sommes près de la frontière suisse. La généalogie, ça vous a pris à... À 15-16 ans. Au moment de la puberté, comme tous les généalogistes, et au moment aussi où j'héritais de ma grand-mère. Mais je me suis dit, voilà, j'ai beaucoup de choses, je ne sais pas très bien ce que c'est. Il faut que je comprenne un petit peu l'histoire de tout ça. Plus personne n'est là pour me le dire, puisque la dernière qui pouvait me parler était ma grand-mère paternelle. À moi de faire mes recherches. 20 années après avoir hérité, Ah, on y va, oui. François-Louis Avingue connaît l'essentiel de l'histoire de sa propriété. Son intérêt pour la généalogie de cette maison s'est progressivement élargi. Il s'est ensuite intéressé à l'ensemble de ses ancêtres. 2, 4, Les nobles, comme les roturiers. 32. C'est un tableau généalogique d'ascendance des 10 premières générations. Vous avez donc 1023 personnages. Donc, il y a donc les protestants allemands et les protestants convertis au catholicisme en Ardèche, les maîtres de forge, les parlementaires byzantins, les Belges, la bourgeoisie du Tarn, les négociants parisiens et les anciens syndics de toutes les communautés juives de Lorraine. Ça, tous ces morts, qui en réalité m'ont permis de rencontrer des vivants et de tisser des liens et de leur expliquer, mais attendez, ça, on a tout ça en commun. Là, on a ça en commun. Là, on a ce petit boulet en commun. Et donc, je peux vous apporter ça. Vous, qu'est-ce que vous avez à me donner? Mais c'est assez amusant et agréable, parce que d'un néant, brutalement, vous découvrez un rattachement. C'est presque de la création. On fait vivre des gens dont personne ne se serait jamais préoccupé, peut-être. En fait, avoir des ancêtres, tout le monde en a. Mais la question, c'est de savoir si on les connaît, si on vit avec eux. Vous venez un petit peu? Monsieur Avingue. Parisien d'origine, il passe désormais une bonne partie de l'année ici, en Franche-Comté. En ce moment, il rénove sa maison et aménage un espace particulier dans cette trouée. On y stockait le fourrage du temps de ses grands-parents. Donc, des cloisons en bois sont montées avec le bois de la forêt sur les côtés. Et sur ces futures cloisons seront peintes des fresques généalogiques. La généalogie de votre père sera... Elle sera à peu près là. Oui, là c'est bien, c'est un passage. Et la de votre maman... Eh ben, on va mettre ça plutôt là c'est bien. Et de l'autre côté, là-bas? Et bien alors là, le très vieux, la très vieille souche, là, les gens du 14e. Bon. Et puis là, le 16e siècle sera à peu près là, et le 20e siècle sera là-haut, avec les blasons plus importants. Vous serez où? Et ben moi, je serai tout là-haut. On ne me verra pas tellement, mais comme je le ferai assez gros. Voilà. Dans cette pièce, on pourra même danser, et on pourra même banqueter. Vous voyez, on peut très bien mettre des tréteaux, organiser un grand banquet dans la longueur. Au milieu de tous vos ancêtres. Au milieu de tous mes ancêtres, pourquoi pas. C'est amusant. Et alors, avec des tas de personnages qu'on pourra regarder, avec qui on pourra converser et dont on pourra découvrir les liens les uns avec les autres. Pour converser avec ses ancêtres, mieux vaut pouvoir les visualiser. D'abord, il s'agit de Philibert de Ries. Un échantillon des portraits dénichés par Monsieur Avingue au fil des années. Et au dos, j'ai donc mis la généalogie qui me rattache à ce personnage. Collection, une centaine de gravures, peintures et photographies. Je pense que je peux encore en trouver une cinquantaine, en comprenant les miniatures, les dessins, les sculptures, et pas tellement plus. Vos ancêtres sont illustres, vous pouvez sans doute trouver des traces de ce type de leur existence. En revanche, si ce n'est pas le cas, Le chien. eh bien ça n'a aucune importance. Premier exemple, C'est celui-là, alors celui-là on va le mettre là-bas. la cousinade de la famille Colomban. Alors on va les mettre dans l'ordre, c'est le premier celui-là? Non, c'est le dernier. Voici le résultat concret d'un travail de généalogie. Ça, c'est les tableaux de tous les Colombans qu'on a recensés depuis une dizaine d'années déjà.
Eugène, l'organisateur. Oui, c'est ma famille, c'est tous des cousins. Cousinade. Rassemblement de tous les porteurs d'un nom dont l'origine commune est attestée par un arbre généalogique comme celui-ci. Quel que soit leur degré de parenté, qui peut remonter à plusieurs centaines d'années, tous les Colombans vivants et identifiés sont invités. Aujourd'hui, ça se passe à une dizaine de kilomètres au sud de Lyon. Et c'est la 10e édition. Les Colombans. Leurs ancêtres étaient paysans dans la vallée de la Loire. Rien à voir donc avec une lignée aristocratique. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? L'essentiel, c'est de connaître ses origines et de se rencontrer. En quelque sorte, d'élargir le cercle familial. À chaque édition, les habitués et les petits nouveaux. Tout le monde est là? Hein? Et cette fameuse marque Colomban de Saint-Étienne, elle est arrivée ou pas? 42 100. Ah bah c'est laquelle? Parce que je la connais pas, moi. Alors vous êtes des cousines, on se fait la bise. Hein? On est cousins. On est tous, plus ou moins. Merci. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous peuvent remonter 6, voire 8, et même plus, presque 13 générations, ce qui est quand même pas banal. L'ancêtre le plus ancien qu'on a trouvé ici remonte à 1570. Tous ceux qui sont nés Colombans. Colomban, c'est un patronyme plutôt rare. Oh mais il n'y a presque pas de pièces rapportées là. Vous êtes tous nés Colombans là. Il n'est porté que par 3000 personnes aujourd'hui dans le monde entier. Sentiment de communauté, curiosité, quête des racines. Alors, tout le monde. En tout cas, de plus en plus de cousinades comme celle-ci ces dernières années. De plus en plus d'associations aussi, les cercles généalogiques. Donc des biais, il y en a absolument partout. Et rappelez-vous toujours... Là, nous sommes à Pontarlier. Là, il y a environ 10-15 communes pontoises qui comportent le nom de biais. C'est le cercle? C'est le cercle généalogique de Franche-Comté. D'accord. Des cercles comme celui-ci, en France, il y en a plus de 300. Il revendique plus de 20 000 adhérents. Adhérents qui ne se préoccupent absolument pas de trouver un prince ou un baron dans leur ascendance. On cherche tout. On cherche tout, mais alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à peu près tous, autant que nous sommes, vous, moi et tout le monde, on descend d'à peu près toutes les couches de la société. Quand on trouve un ancêtre qu'on cherche depuis 20 ans, quelle qu'a été sa fonction, on est heureux comme un roi. On cherche tout, nous disait à l'instant le docteur Thiebaud. Tout, y compris les ancêtres des autres. Nous suivons Guillaume, 17 ans, au cimetière de Pontarlier. On va faire un relevé de tombe. Relever des inscriptions figurant sur les pierres tombales. C'est un endroit qu'il ne faut pas négliger au niveau des informations qu'on peut en tirer. Une fois par semaine. Là, on fait le 24e polygone. 2 heures de relevé. On ne doit pas être très loin. Oui, c'est celui-ci. Voilà, on peut se mettre au travail. Donc, une fiche cartonnée par sépulture. On note bien, pas seulement les dates, les noms, mais également les plaques. Famille G. Gressé. On voit où il habitait. Même parfois, on peut trouver des biographies dessus. Accumuler le maximum d'informations. La chasse aux ancêtres, une lutte contre le temps qui passe. Et là, ça commence à s'effacer. Peut-être dans 5 ou 10 ans, on verra absolument plus rien. Ceux qui vont récupérer notre travail, ils vont être contents parce que des tombes vont disparaître, d'autres vont apparaître, mais ce ne sera pas comme avant. La généalogie, c'est une science exacte. Une date de naissance, on n'est pas né 2 jours avant ou 2 jours après. C'est une date, c'est une heure, c'est comme la vie, c'est pointu. Et tout ça sur informatique. Tout ça sur informatique, pour le fichier national des cimetières. La généalogie sur ordinateur, établir son arbre d'ascendance par écran interposé. Ce sera sans doute possible dans une dizaine d'années. Grâce aux généalogistes amateurs comme Guillaume, mais aussi grâce à l'église des Mormons. Nous sommes aux archives de Saint-Lô, en Normandie. Et voici Célia Mode, une Américaine qui a l'habitude de travailler en musique.
Nous essayons de faire au moins 1400 pages tous les jours. 1400 clichés des registres paroissiaux et des recueils d'état civil, documents du département de la Manche. Et tout cela gratuitement. Bénévole, Célia vient de... San Diego, California. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Depuis janvier dernier. Célia Mode ne comprend presque rien à ce qu'elle photographie. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Elle remplit ici un devoir religieux, devoir qu'elle partage avec 3 autres personnes. Sa voisine, dans la pièce d'à côté, Yvette François. Nous sommes en mission. En mission de l'Église des Mormons. Voilà, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, pour être plus franc. C'est l'appellation officielle. Voilà, exactement. Voilà, vous voyez, le 7e jour de novembre, c'est les baptêmes. Ça, c'est un baptême, ça. Oui. Un fils né d'aujourd'hui, du légitime mariage de Bonaventure Oufroy, lequel a été nommé Jacques Bonaventure. C'est des histoires de famille, quoi. Voilà, exactement. Mais quelquefois, j'ai suivi, sur des très bons registres, j'ai suivi des vies de famille comme ça. Ils se mariaient entre cousins. C'est intéressant. Tous les clichés d'Yvette François s'impriment sur des microfilms. Ceux de Célia aussi. Là, elle retire les négatifs. Et voilà le film. Un rouleau, 8 heures de travail. Yes. Okay. Le reste de l'équipe. Je suis la plus ancienne et la plus âgée. Faut pas le dire. À gauche, la personne avec laquelle Yvette François partage son logement. Je vous présente ma compagne, Sœur Bic, qui est canadienne. Oui. Sœur Woodford, qui est américaine. Et lui, c'est qui? C'est le grand chef. C'est lui le responsable pour la France de la généalogie. Donc c'est lui qui centralise, quoi. Oui, absolument. Oui. Combien de départements vous avez couverts jusqu'à présent? Alors actuellement, on a dû couvrir environ 70 départements français, dont nous avons microfilmé, donc l'état civil et les registres paroissiaux de plus de 100 ans. De plus de 100 ans? Plus de 100 ans. Ah oui, moins de 100 ans, on n'a pas le droit. Alors, on n'a pas le droit. Interdit effectivement la consultation de documents d'état civil établis dans les 100 dernières années. Pour les personnes encore vivantes, ces données doivent rester privées. Donc là, on va attendre maintenant. On doit attendre 11 minutes 05. En France, tous les ans, on doit être aux alentours de 4000 films. 4000 films? Pour combien de noms par film? 5000, on va dire. À Saint-Lô, on aura passé 5 ou 6 ou 7 ans pour microfilmer toutes les archives déjà. Là, il s'agit d'un développement test pour vérifier que tout a bien fonctionné. Chacun de ces clichés correspond à une page d'un registre paroissial. Une page de livre ouvert. Les négatifs sont envoyés à Francfort, au labo photo européen des Mormons, lequel renverra ici un exemplaire développé de chaque microfilm. Les archives départementales de Saint-Lô, où ont été prises les photos. Un exemplaire gratuit que les généalogistes pourront consulter pour éviter de manipuler les registres originaux, fragiles et abîmés. Et puis, il y a un deuxième exemplaire. Et celui-ci traverse l'Atlantique. Il part à Salt Lake City, dans l'ouest des États-Unis. La bibliothèque de l'histoire des familles, c'est là-bas, là, rue du Temple. Toutes les personnes qui s'intéressent à la généalogie et à leurs ancêtres, eh bien, un jour ou l'autre, elles aboutissent ici, dans cette bibliothèque. La bibliothèque de l'histoire des familles, là où vous pouvez consulter les microfilms des Mormons. 2700 visiteurs franchissent ces portes chaque jour. Et ici, il y a des noms enregistrés que l'on peut consulter. 2 milliards de noms enregistrés sur 2 millions de microfilms. Ici, il n'y aurait pas assez d'espace. Tout est stocké dans la montagne, où nous emmène à présent Dan Rascon. La librairie, nous la visiterons dans un instant. Haute surveillance, ce lieu n'est pas ouvert au public, il faut protéger les films stockés, c'est la priorité. La bibliothèque pourrait brûler, on pourrait perdre la totalité des microfilms.
Mais à l'intérieur de ces grottes, pas d'incendie, pas de tempête, pas d'inondation, pas de catastrophe naturelle, rien qui ne puisse détruire les microfilms. Ici, ils sont à l'abri. Les grottes, 6 tunnels, des cavités naturelles qui percent la montagne sur plusieurs centaines de mètres. Nous disposons de 265 personnes à travers le monde qui microfilment les registres d'état civil et les registres paroissiaux. Et tous les mois, nous recevons 5000 rouleaux de microfilms de plus. Entrée interdite, mise à part pour les 75 employés qui travaillent ici. Les tournages à l'intérieur sont exceptionnels. Celui-ci a été réalisé pour l'église des Mormons. Voici l'équipe qui s'occupe de la réception des microfilms, lesquels, une fois rangés, ne ressortiront jamais plus. Ils seront stockés un peu plus loin, dans des milliers de tiroirs numérotés. Si vous souhaitez les consulter, il faut adresser une demande précise. On vous fera une copie gratuite des exemplaires nécessaires à l'établissement de votre généalogie. C'est exactement ce qu'a fait ce petit groupe de Français. Un voyage aux États-Unis, dont 2 jours à la bibliothèque de Salt Lake City. Ici, presque toutes les archives françaises sont rassemblées. Temple Square, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors qu'en France, elles sont dispersées. Ici, c'est un raccourci finalement. C'est une méthode plus rapide pour trouver une information. Depuis 1894, hein, donc ils font de la généalogie, c'est quand même important. Hein. Je suis chaud, ma femme. Voilà. Attention, la visite va commencer. On est 10. Jacques Lannes, qui est déjà venu ici 3 fois, a pris rendez-vous avec Yvette. Si vous cherchez en Chine, si vous cherchez au Japon, en Europe, en Amérique du Sud, c'est à cet étage-ci que vous venez. Alors voici... Yvette, c'est la responsable du département France à la bibliothèque. À présent, le plus important. Nous avons eu des films commandés. Alors je vais vérifier pour voir s'il est bien dans cette rangée-là. Les films commandés par notre groupe de Français, naturellement impatients de pouvoir les consulter. 980. Alors, 1, 6, 9. Yvette part donc à leur recherche. 980. 980 n'est pas dans ce tiroir-là. Il doit être dans la section rouge. Avec quelques difficultés. Je pense que nous avons peut-être 125 000 bobines de l'état civil et des registres paroissiaux sur la France. Beaufort, 27h41. Attendez que j'aille voir si... 80, le voici. C'est le numéro que nous voulons, ça c'est pour la commune de Vieux-Berquin. Oui, ça c'est moi. Qu'est-ce qu'il désirait? Alors votre film est ici. Solange. Je sais qu'ils ont habité en Vendée, à Saint-Étienne-du-Bois. Et bon, j'ai beaucoup de points d'interrogation. Donc si je retrouvais ici, lors de mon séjour, tous les renseignements, je serais contente. Alors cherchez et voir. 1 897 652. Ici, j'ai une recherche un peu précise dans les années 1870, 1880, de Saint-Étienne-du-Bois. Donc, en Vendée. Venez, madame, et on vous trouve un lecteur et vous mettez le film dessus. Les ancêtres de Solange, du côté de sa mère, sont donc originaires de Vendée. Nous allons commencer par la fin du film, ce sera plus... Ces recherches vont progresser rapidement. Une table. Alors, asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. D'autant plus qu'elle travaille sur un registre relativement récent. Il date seulement du siècle dernier. 48. Attendez voir, ce n'est pas un fort. Marie, Clémence, Ernestine, Julie. Qui est le père? François Faure. Oh, ça a l'air d'être ça. Oh, François Faure, oui. Âgé de 30 ans. 30 ans en 78. Oui, parce qu'il avait 28 ans en 76. Et qui est donc la mère? Ça correspond. Et la mère, Marie Hersault. Oui. Ah ben voilà. Alors voici. Oui, c'est important parce que c'est toujours pareil. Je sais que j'avais des grandes tantes, des grandes tantes même. Mais là, vous en êtes sûr et vous en avez la trace. Sûr, on a la trace. On ne parle pas dans le vide. C'est comme d'aller à la pêche. Imaginez, vous allez à la pêche et vous revenez bredouille. Vous avez de la joie? Pas du tout. Mais quand vous attrapez autant de poissons que vous pouvez rapporter, qu'il vous est permis de rapporter, alors là, vous êtes content. C'est aller à la pêche aux ancêtres. Voilà. Fort Marie. La pêche est bonne, elle vient d'en trouver un autre. Ah bon? 73. Oui. En 1873. Jean-Marie Clément, le numéro 31. Alors apportez vos 2 bobines. Bon, je les enlève comme ça. Oui.
Nous avons quelque chose pour agrandir. Ah oui, c'est terrible. Ah non, c'est terrible. Ah, je croyais pas en cherchant comme ça qu'on pouvait être, c'est vrai, aussi ému, hein. Viens, allez, on range. 22 heures. Les passionnés attendent le dernier moment, la fermeture, surtout quand il reste peu de temps à Salt Lake City. En l'occurrence, le lendemain matin, à 8 heures, notre groupe de vacanciers est de retour. Solange, pour gagner du temps, a engagé sa sœur. C'est possible que ce soit... Moi, je vais faire le grand-père paternel, la suite d'hier, et ma frangine va faire la grand-mère. 59, 604. Voilà. Aujourd'hui, elles examinent des registres du XVIIIe siècle. Oh, c'est pas facile. Si, ça commence à devenir compliqué. C'est ici que la recherche se ralentit. 1835. Non, c'est pas possible. Et c'est de moins en moins lisible. Et encore, pour l'instant, il n'y a pas de vieux français. Quand on va s'attaquer aux vieux français, bon, on n'y est pas encore. Ça va être amusant. 16, 17, 18. 18 Non, 18 personnes. 18 personnes de la famille qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas. Et que vous avez rencontré. Et qu'on a rencontré comme ça par hasard. À Salt Lake City. Lors d'un voyage. Quand vous faites de la généalogie, oui, ça vous fait un petit quelque chose quand vous trouvez quelqu'un que vous avez connu, etc. Oui, ou de très près. Mais le pire, c'est de dire il y avait encore quelqu'un. Et celui-là, On le connaît pas. on ne le connaît pas, on ne le connaîtra jamais. Parce qu'il n'y a plus d'archives. Il n'y a plus rien, c'est fini, c'est bloqué, c'est terminé, quoi. Il arrivera un moment où on va buter, c'est comme tout d'ailleurs. Il arrive un moment où vous avez la butée. Les 48 heures sont écoulées. Le lendemain, au petit matin, départ pour la prochaine étape. Comme tous les touristes qui passent par ici, ils n'ont rien payé. L'accès à la bibliothèque est gratuit, tout comme la consultation des documents. C'est l'église des Mormons qui finance. À Salt Lake City, elle occupe l'immeuble le plus élevé. C'est un signe de prospérité. 10 millions de membres qui payent chaque année la dîme, 1/10 de leurs revenus. Ici, la moitié de la population a choisi cette religion. Pour les Mormons, la généalogie, c'est sacré. Ils identifient leurs ancêtres et les baptisent selon le rite de leur église. Des baptêmes par procuration. Multiplier les recherches pour sauver au ciel un maximum d'ancêtres. Yvette a déjà été baptisée des dizaines de fois au nom de chacun d'entre eux. Il y en a que nous sommes vraiment heureux de retrouver. Et on regarde les signatures et on voit, tiens, cet ancêtre s'est penché sur le même document, il savait lire et écrire. Il y en a d'autres qui ne savaient faire qu'une croix. Yvette, française immigrée aux États-Unis depuis 40 ans. Nous avons besoin de rester en famille. La famille est loin, je retrouve la famille qui est décédée, la famille du passé. Ça me permet de continuer des racines. Nous avons établi des branches ici en Amérique. Au premier étage, le bureau. Elle y accumule tous ses documents. Combien d'années de travail de généalogie? 30 années. J'appelle parfois ceci mon fouillis, mais c'est du travail que j'ai à faire, c'est tout. Eh bien, écoutez, j'ai 70 ans, maman a vécu jusqu'à 99 ans. Je considère que j'ai encore 33 ans pour travailler avec eux. Et après? Après, j'irai les rejoindre. Je leur poserai quelques questions. Par exemple, si je n'ai pas trouvé la date de naissance, je dirai comment ça se fait, qui sont les frères et sœurs. Est-ce que j'ai des frères et sœurs ici? Ça va être bien intéressant. Famille 495, N 495. Qu'est-ce que vous leur direz quand vous les rencontrerez? Je suis très heureuse de faire votre connaissance, mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Je pense que nous nous embrasserons comme on fait en France, comme on fait en famille. Et j'espère qu'ils me diront, je te remercie bien d'avoir cherché ma généalogie. J'espère que j'en ferai honneur.
Voilà, retour sur le plateau des Racines et des Ailes en direct ce soir des Archives nationales à Paris, plus exactement des coulisses, puisque cette partie n'est pas ouverte au public. Mélanie, Mathilde, ce reportage vous a donné envie de faire le voyage aux États-Unis pour aller dans cette bibliothèque? Oui, pourquoi pas, afin de trouver là où on bloque. C'est vrai que ça a l'air plus simple, mais il faut être organisé, plus organisé que quand on va dans des mairies, dans des petites mairies. Ouais. Mathilde, vous avez quel âge toutes les deux? 14 ans. 14 ans. 14 ans. Vous avez su communiquer votre passion, votre enthousiasme pour la généalogie à votre famille ou c'est isolé? Ah non, tout le monde, mes grands-parents s'y mettent, qu'ils soient du côté de mon père ou du côté de ma mère. Mon oncle, je vais lui téléphoner bientôt pour savoir ce qu'il a trouvé. Et puis certains de ma famille me demandent des fois qu'est-ce que tu as trouvé sur cette branche-là, est-ce qu'on a un cousin en commun ou des personnes qu'on a communes alors qu'on n'est que cousins. Alors Luc Forlivesi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conservateur aux Archives nationales. C'est pas un peu étonnant quand même de devoir faire le voyage aux États-Unis pour prendre connaissance de ses propres archives nationales? C'est un moyen de raccourcir le temps de recherche, mais je crois que si on est perspicace sur le territoire français, on peut très bien s'en sortir en consultant les différents microfilms qui sont réalisés dans les différents services d'archives départementales. Mais ça prend un peu plus de temps. Ça prend plus de temps parce qu'il faut se déplacer en France, mais c'est vrai que les Mormons ont un rôle qui est tout à fait important par rapport à cette recherche généalogique. Bien. Alors, 2 milliards de noms classés, stockés sur microfilm dans leur bibliothèque. Combien de documents chez vous ici? Le nombre de documents, c'est assez difficile à préciser. Nous avons une unité de mesure qui est le mètre linéaire et sur le centre historique des Archives nationales à Paris, il y a environ 110 km d'archives. Et sur l'ensemble des centres des Archives nationales, qui sont à Aix-en-Provence ou à Fontainebleau ou encore à Espérant dans le Gard, on peut estimer environ 400 km avec le centre des Archives du monde du travail aussi à Roubaix. C'est considérable. 400 km oui, de rayonnage disséminés sur la France. Alors quels sont les documents que peuvent trouver les généalogistes qui viennent vous voir? Alors les généalogistes représentent une petite partie de notre lectorat. Ce n'est pas comme dans les archives départementales où sont conservées les archives d'état civil ou de registres paroissiaux. Ici, il n'y a pas d'état civil à proprement parler. Même l'état civil de Paris se trouve aux archives départementales du département de la Seine à Paris. Donc aux Archives nationales, il faut déjà avoir commencé sa généalogie, être déjà avancé dans ses recherches pour venir consulter certains documents qui peuvent donner des éléments complémentaires. Des éléments, par exemple, comme les dossiers des légion d'honneur sont des choses très importantes dans la mesure où, pour la plupart des dossiers qui ont survécu à l'incendie qui a allumé pendant la Commune à Paris, et bien sur ces dossiers, on peut trouver des états de service, par exemple, et les raisons pour lesquelles on a attribué la Légion d'honneur. Donc c'est très intéressant de savoir... Quand on a été célèbre, décoré, honoré, oui, on a des chances d'être ici. Oui, ou quand on a été fonctionnaire, on a récupéré dans les différents ministères des archives de personnel qui remontent au XIXe siècle. Alors, vous nous avez sorti, je crois, un document assez exceptionnel du coffre-fort. Il faut dire qu'il y a un coffre-fort ici énorme, avec des beaux documents. Quelques images. Qu'est-ce que vous avez sorti pour terminer cette émission? Ce qu'on appelle communément le journal de Louis XVI, enfin une des parties du journal de Louis XVI. C'est l'ancêtre du cahier d'écolier? Oui, enfin c'est un journal que tenait Louis XVI de façon tout à fait personnelle, dans lequel il notait beaucoup de choses qui avaient trait à sa vie quotidienne, des événements intimes, des événements, des visites, et surtout la chasse. Beaucoup de choses sur la chasse. Et là, on a sorti... Qu'est-ce qu'il dit sur le 14 juillet, la Révolution? Le 14 juillet, rien. C'est la fameuse citation qui a souvent été reprise. Il y a écrit vraiment rien? Il y a écrit rien, on le voit ici, mardi 14, rien. Alors en fait, il faut expliquer ce que veut dire ce rien. Il veut simplement dire que le roi n'avait pas de chasse prévue ce jour-là et qu'il n'y avait pas d'événement de la vie de la cour qui était... Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé à la Bastille? Non, pas du tout, pas du tout. Ça veut simplement dire que dans ce cadre-là, il n'y avait rien de particulier pour lui. C'est quelqu'un qui a du mal dans la lecture de son journal, on voit bien qu'il a du mal à expliciter ses sentiments. Il n'y a pas du tout de commentaires, c'est très sec, très télégraphique, donc on peut imaginer les raisons pour lesquelles il a inscrit. D'autres dates importantes? Oui, on peut montrer la page de la fuite à Varennes. Ça, c'est un élément extrêmement important, où là il y a un peu plus prolixe, un peu plus de commentaires. On peut lire une phrase, par exemple, le mardi 21 juin, départ à minuit de Paris, arrivé et arrêté à Varennes en Argonne à 11h du soir. C'est quand même très laconique, mais enfin on sent bien qu'il a pris conscience de ce qui se passait. Et ensuite, on a un récit, avant le retour à Paris, un récit très... Voilà, départ de Varennes à 5 ou 6 heures du matin, déjeuner à Sainte-Menehould, arrivée à 10 heures à Châlons,
y souper, coucher dans l'ancienne intendance. Donc vraiment des choses de la vie quotidienne, mais pas de commentaires qui pourraient être très intéressants sur l'état d'esprit de Louis XVI à ce moment-là. Donc ça, ce sont des documents inestimables. Oui. Il y en a comme ça des quantités. Oui. Sur la table, vous en avez mis quelques-uns. Il y a bien sûr la Constitution. La Constitution de 1958, dont on va bientôt fêter. La 5e République, voilà. Dans 3 jours, c'est son anniversaire. Exactement, donc elle part demain à Reims pour une exposition qui va commémorer cet événement. Et puis un registre généalogique, l'état civil, c'est assez rare, mais c'est... De Napoléon. Voilà, de la famille Bonaparte. Où l'on voit toutes les adoptions qu'il a pu faire. Les différentes adoptions, les différents mariages qui ont pu être célébrés à la cour et qui ont été consignés. Merci beaucoup. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis et bon courage.